C'est à la Bouilladis, dans le fief de la famille Vedovini, que toutes les générations de la famille d'Émile se sont réunies après les longues heures de garde à vue. Cette grande bâtisse jaune et verte, à 30 km au nord-est de Marseille, appartient aux grands-parents d'Émile. Ils y ont élevé leur aîné et y vivent encore avec les plus jeunes de leurs 10 enfants. Une maison comme un refuge après ce rebondissement dans l'enquête. Dans la demeure familiale, il y a donc les grands-parents maternels d'Émile qui sont rentrés. Et on a aussi vu les parents du petit Émile, Marie et Colomban Soleil, qui sont venus. Ils avaient un autre enfant avec eux. D'après son avocat, la grand-mère d'Émile, Anne Vedovini, avait, je le cite, un besoin viscéral de retrouver ses enfants. 2 jours plus tôt, elle, son mari Philippe et 2 de leurs enfants majeurs avaient été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Ils y sont restés quasiment jusqu'au bout de la durée légale maximum. Ils sont ressortis de là extrêmement épuisés, fatigués. Ils ont été enfermés pendant 48 heures. Une garde à vue, c'est extrêmement violent. On perd toute notion du temps puisqu'on est enfermé 24 heures sur 24. La grand-mère d'Émile, elle a été abattue, elle était vraiment épuisée, marquée. Philippe Vedovini, lui étant le directeur d'enquête qui a mené les interrogatoires, lui a dit bah voilà, la garde à vue est levée, vous pouvez partir. La première réaction de Philippe Vedovini, ça a été d'accord, mais je fais quoi, je vais où? Et il n'avait pas compris la fin de ce qu'il venait d'affronter. Et donc c'est son avocate qui lui a dit mais Philippe, c'est bon, vous pouvez partir, vous pouvez maintenant rentrer chez vous. C'est au milieu de la nuit que les gardes à vue des membres de la famille d'Émile ont été levés sans qu'ils soient mis en examen. Une décision dont s'est réjouie l'avocate du grand-père d'Émile, qui assure que son client a pleinement coopéré. Les enquêteurs ont fait leur travail. Ils avaient depuis hier beaucoup de questions à nous poser. On a répondu à l'intégralité des questions. Je pensais qu'on pouvait s'expliquer sur tous les points. Il y avait peut-être des zones d'ombre à lever. C'était le but, hein. On l'avait dit dès les obsèques d'Émile qu'on voulait participer à l'œuvre de vérité. Voilà, je vous avoue que c'est un soulagement pour eux, pour l'avocat aussi. Voilà, parce que c'est bien. Ces gardes à vue étaient prévus de longue date, les interrogatoires parfaitement préparés. On sait que les enquêteurs avaient un certain nombre d'éléments techniques, scientifiques. Ils ont recueilli énormément de choses au cours de l'enquête et qu'ils les ont présentés. Il y a une table, il y a des différents documents, ça peut être des photographies, des textes, etc. Toutes sortes d'éléments et on leur a demandé leur avis. Comment expliquez-vous que tel élément soit apparu à ce moment-là lors de la disparition du petit Émile? Bref, ils ont vraiment été confrontés aux moindres détails de cette fameuse journée où le petit garçon a disparu dans le hameau du Haut-Vernay. Selon l'avocat d'Anne Vedovini, revenir sur cette journée tragique a été douloureux. Voilà une grand-mère endeuillée par la perte d'un petit-fils dans des circonstances que chacun sait pour être parfaitement épouvantables. Et pendant 48 heures vont être rappelés à cette grand-mère endeuillée, par le moindre détail, l'état complet des investigations conduites au sujet du décès de son petit-fils. On a forcément du mal à se figurer l'intensité qui règne alors. Les 4 gardés à vue n'ont pas été confrontés directement. Ils n'étaient pas tous interrogés au même endroit. Il y en avait 2, Anne et Philippe Vedovini, les époux, qui étaient dans les locaux de la section de recherche de Marseille. Il y avait également leur fille, qui, elle, était du côté de Roquevert, un village voisin, et puis leur fils, qui semble être à Aubagne. Donc oui, chacun était dans un bureau face à des enquêteurs. Philippe Vedovini était, lui, face au directeur d'enquête. Ce n'est pas rien, il était face à l'homme qui gère la cellule Émile depuis maintenant 20 mois. Ça veut aussi bien dire, quand on lit entre les lignes, que la personne prioritaire pour les enquêteurs ces dernières heures, c'était naturellement le grand-père Philippe Vedovini. Ces gardes à vue ont néanmoins permis à la famille d'Émile de se rendre compte de l'avancée des investigations. Cette mesure a présenté le mérite, du coup, de porter à la connaissance de ma cliente l'ampleur des investigations qui ont été conduites dans le cadre de cette mesure. Et nous avons pu toucher du doigt ce travail véritablement admirable de la section de recherche de Marseille, qui a conduit depuis ce drame un nombre incalculable d'investigations. Cela a eu un effet, je dirais, rassurant
pour la personne gardée à vue, parce que dans le même temps, elle savait quel était le soin porté par ces enquêteurs à lui apporter peut-être un jour la vérité. Ces fins de garde à vue signent-elles une avancée majeure dans l'enquête? La piste familiale est-elle définitivement abandonnée? Ils sont ressortis libres de garde à vue. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, ils sont totalement libres et ils ne sont pas poursuivis, ils n'ont aucun statut qui font qu'ils sont suspects dans cette procédure. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est fini. À ce stade, toutes les hypothèses restent donc envisagées par les enquêteurs. Alors quand il prend la parole en conférence de presse en milieu de matinée, le procureur préfère se montrer prudent. Bonjour à tous. Nous avons approfondi la piste intrafamiliale à l'occasion des gardes à vue qui ont été réalisées et de l'ensemble des auditions qui les accompagnaient. Alors aujourd'hui, il y a une phase qui se termine concernant cette piste. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine définitivement. Il peut survenir au cours des investigations futures des éléments complémentaires, nouveaux, qui sont susceptibles de la prolonger. Les enquêteurs ils vont continuer à travailler sur l'univers de cette famille, sur leurs antécédents, sur d'éventuelles écoutes, d'éventuelles conversations qu'ils ont pu avoir les uns avec les autres. C'est une piste qui reste au cœur des investigations. Une enquête toujours en cours et ce matin des révélations sur ce qui est arrivé à Émile après sa disparition le 8 juillet 2023. Les conclusions de ces expertises réalisées sur une durée de plusieurs mois permettent désormais de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Vous aurez compris donc que les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. Un basculement majeur dans la connaissance qu'a le grand public de l'affaire, accompagné d'une autre révélation. Ça, c'est le premier élément intéressant qui atteste le fait que quelqu'un a déplacé le corps, d'où le recel de cadavre. Et l'autre élément important, c'est qu'il apparaît sur le crâne un traumatisme facial résultat d'un coup violent. On a maintenant la certitude qu'Émile ne s'est pas perdu seul, qu'il y a l'intervention d'un être humain pour expliquer la disparition et la mort de l'enfant. Ce n'est pas rien. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, quelqu'un a donné la mort à Émile, volontairement ou involontairement. Ça, eh bien, il faudra le démontrer par la suite. Reste un dernier élément troublant sur lequel a voulu revenir le procureur de la République. Les vêtements récupérés il y a un an à proximité du crâne de l'enfant étaient intacts. Ils auraient été transportés et déposés là peu de temps avant leur découverte. Ça veut dire deux choses. Soit quand Émile est mort, il n'avait pas les vêtements qui ont été retrouvés sur ce chemin forestier à proximité du hameau de Villevieille, au Auvernais. Soit il avait ces vêtements, mais ils lui ont été retirés au moment de son décès pour ensuite être déposés avec ses ossements. Des informations cruciales recueillies après les 287 auditions de témoins et la cinquantaine de perquisitions menées depuis plus d'1 an et demi. Toutes les données, que ce soit scientifiques, les témoignages, les auditions, les perquisitions, tout ça, ça existe. Les enquêteurs les ont à la disposition et donc ils vont continuer à les explorer. Ils vont peut-être en faire d'autres, ils vont peut-être partir sur d'autres éléments. Donc en ce sens, l'enquête ne repart pas de zéro. En tout, une quinzaine de gendarmes spécialisés continueront à travailler sur ce dossier pour élucider le mystère autour de la mort d'Émile.